Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Violents affrontements en Centrafrique ce samedi. Actuellement, la situation reste confuse. Plusieurs cas de pillage ont été observés, mais les forces de l'ordre de l'ONU essaient de maîtriser la situation et rétablir la sécurité. Nouvelle sanction pour les proches de l'ancien président Blaise Compaoré après la dissolution du RSP. Le leader de la tentative de coup d'État au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré, a vu ses avoirs gelés samedi par le procureur général du pays. Dans un même temps, nous verrons que l'exécutif tente de faire le point sur les récents événements. 25 septembre 2015, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, 193 dirigeants de la planète se sont engagés à atteindre 17 objectifs mondiaux au cours des 15 prochaines années. Et ces objectifs de développement durable, appelés ODD, font partie du nouveau programme de développement post-2015. Flambée de violence en République centrafricaine. Samedi, 21 personnes ont été tuées et une centaine de blessés lors de violences interreligieuses à Bangui, la capitale. À l'origine, un corps d'un musulman qui a été retrouvé dans le 5e arrondissement de Bangui. Les musulmans se sont donc mobilisés pour se venger. Les précisions de Lizelsi Akizimana. Regain de tension à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Samedi 26 septembre 2015, 21 personnes ont été tuées et une centaine blessées. L'élément déclencheur de ces violences, un corps d'un conducteur de moto-taxi qui a été retrouvé dans un quartier chrétien, puis ramené au PK5, quartier majoritairement musulman. Un groupe d'hommes armés ont ainsi ouvert le feu sur des maisons du quartier chrétien pour se venger. Ce dimanche 27 septembre, la tension était toujours palpable, surtout que des scènes de pillage ont suivi ces violences. Actuellement, la situation est totalement confuse. Il n'y a aucune circulation dans la ville. Les Centrafricains sont restés campés chez eux. Il y a des attroupements partout au niveau des carrefours. Les services de l'ordre sont en train de chercher à les disperser. Entre-temps, la population civile est en train d'ériger des barrages par ici, par là. Les forces des Nations Unies et celles de l'armée française de l'opération Sangaris se sont mobilisées dans la capitale pour rétablir la paix et la sécurité. Ce dimanche, des hélicoptères survolent la capitale. Les forces des Nations Unies, ils sont en train de faire ce qu'ils peuvent faire et ils sont en train de faire des efforts pour chercher à rétablir l'ordre et la sécurité dans la ville de Bangui. Pour l'instant, ils sont déployés sur le terrain, on les voit partout dans la ville. Il faut des opérations terrestres et aériennes et ils sont en train de chercher à sécuriser la situation. Et ce n'est pas une situation aussi facile. C'est aussi à nous, les nationaux, de leur apporter notre concours et les renseignements nécessaires afin de leur permettre de réaliser l'opération de la sécurisation de la ville de Bangui. Le gouvernement de transition a condamné dans un communiqué ces violences qui interviennent au moment où le pays se prépare pour des élections prévues pour le mois d'octobre, même si l'organisation de ces dernières a pris du retard, laissant penser à un report éventuel de ces scrutins. Nouvelle attaque du convoi du leader de l'opposition ce vendredi au Mozambique. C'est la seconde fois en 15 jours qu'Alfonso Dhlakama se retrouve impliqué dans une fusillade qui a fait cette fois 10 victimes. Le leader de l'ancienne rébellion de la résistance nationale du Mozambique, le Renamo, voyageait près d'Imshop dans le centre du pays quand des hommes armés ont ouvert le feu. Le 12 septembre, il avait réchappé à des tirs qui avaient touché son convoi. Il avait alors dénoncé une attaque ciblée du Front de libération du Mozambique, le Frelimo, le parti au pouvoir, et il avait menacé de représailles. Des sanctions d'après coup d'État au Burkina Faso, le gel pour 3 mois des avoirs du général Gilbert Diendéré et d'autres responsables du coup d'État manqué du 16 septembre a été annoncé ce samedi. Cette décision fait suite à la dissolution décidée vendredi par le gouvernement du RSP à l'origine de la tentative du putsch. On fait le point tout de suite avec Arwa Barkala. La transition peut enfin suivre son cours au Burkina Faso. Le premier conseil des ministres depuis la tentative de coup d'État s'est tenu ce vendredi 25 septembre et une décision forte a été prise, la dissolution du régiment de sécurité présidentielle à l'origine du putsch du 16 septembre. Pour l'UNIPS et pour moi-même, c'est le couronnement d'une longue lutte
parce que l'exigence de dissolution de ce régime remonte déjà à 1998 et précisément depuis 1999, quand le collège de sages avait recommandé la dissolution de ce régime. Par ailleurs, le Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre de la Transition, Isaac Zida, a révoqué le ministre délégué de la Sécurité, Sidi Paré, ainsi que son chef d'état-major particulier, tous deux ayant manifesté leur soutien au camp putschiste. Que tant que ce régime n'aura pas été démantelé, on ne peut pas parler de démocratie dans notre pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. La perspective, c'est que la classe politique au Burkina doit retrouver la plénitude de ses prérogatives, provoquer un dialogue véritablement politique. Il faut que les acteurs se parlent et que ensemble nous puissions mettre au devant les valeurs que nous avons codifiées dans la charte de la transition. Autre décision prise lors du Conseil des ministres, la création d'une commission d'enquête sur les événements qui ont suivi le coup d'État avorté. Cette commission dispose d'un délai de 30 jours maximum pour déposer son rapport. Ajoutons également à la fin de la grève des syndicats au Burkina Faso, l'unité d'action syndicale qui avait lancé une grève générale pour protester contre le putsch des hommes du général Diendéré le 16 septembre a suspendu ce mot d'ordre ce samedi. Le mouvement avait paralysé l'économie du pays avec notamment la fermeture des banques, des stations essence et des magasins. Ajoutons toutefois que les syndicalistes menacent de reprendre la grève si la situation l'exige. Remaniement gouvernemental en République démocratique du Congo. Il intervient naturellement après la démission de certains ministres de la majorité qui s'opposent à une éventuelle candidature du président Joseph Kabila à sa propre succession. Les précisions d'Arwa Barkala. Réaménagement ministériel au sein du gouvernement en République démocratique du Congo. Un remaniement qui intervient 10 jours après la lettre rédigée par 7 partis frondeurs au sein de la majorité présidentielle. Les ministres des partis frondeurs, surnommés le G7, avaient dans la missive du 19 septembre appelé le chef de l'État congolais à préparer l'alternance politique au sein de la majorité en vue de la présidentielle de novembre 2016 à laquelle la Constitution lui interdit de se représenter. Pour le moment, nous sommes en train de nous structurer en plateforme G7. C'est-à-dire que nous élaborons l'acte constitutif de G7 comme plateforme et nous élaborons aussi nos stratégies ainsi que notre programme d'action pour continuer la lutte afin de faire triompher nos idéaux et les objectifs que nous poursuivons. Le réaménagement technique porte sur 10 postes de ministres et 2 vice-ministres. Les titulaires des 10 postes ministériels jadis occupés par des ministres issus du G7, démissionnaires, ont tous été remplacés. Que ce comportement politique n'a pas été apprécié par la majorité compte tenu du fait que quand on va dans une alliance, il y a des règles du jeu, il y a des compromis, c'est un contrat conçu et qui impose certaines obligations dans les attitudes politiques à prendre. À partir du moment qu'on sort de ce cadre de contrat qui a été convenu, je crois qu'on a pris les conséquences. Autre changement, la permutation des ministres de la Défense et des Hydrocarbures. Crispin Atama Taboué, ancien ministre des Hydrocarbures, échange son poste avec Emengoy Mukena, jusque-là ministre de la Défense. Le nouveau gouvernement reste par ailleurs dirigé par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, en place depuis plus de 3 ans. Les Nations Unies ont adopté ce vendredi un document final présentant 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. Ils sont déclinés en 169 cibles portant sur une multitude de domaines allant de l'éradication de l'extrême pauvreté en passant par la garantie donnée à tous de pouvoir vivre en sécurité et dans la dignité. Les précisions de Lise Elsi Akiziman. La planète se dote d'une nouvelle feuille de route pour le développement durable. Réunie depuis ce vendredi 25 septembre 2015 à New York aux États-Unis à l'occasion du sommet des Nations Unies sur le développement durable, plus de 150 dirigeants mondiaux effectuent l'évaluation des objectifs du millénaire. Après les 8 objectifs du millénaire pour le développement qui ont accompagné la période de 2000 à 2015, ce sont désormais 17 objectifs de développement durable qui vont constituer la nouvelle feuille de route pour assurer le bien-être des populations à travers le monde. Today, we made history
Aujourd'hui, nous avons marqué l'histoire en adoptant le nouveau plan de développement durable d'ici à 2030 qui succède aux objectifs du millénaire. Nous nous sommes ainsi fixé le défi d'éradiquer sur les 15 prochaines années la pauvreté et la faim dans le monde et de garantir la sécurité à tous les habitants de la planète. Voilà ce que nous devons léguer aux générations futures. 15 ans après l'adoption des OMD, des progrès importants ont été réalisés. Il s'agit notamment de la réduction du nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Il est passé de 1,9 milliard en 1990 à 836 millions en 2015. On note également une réduction du nombre d'enfants non scolarisés ou encore des efforts notables de lutte contre la faim et la sous-alimentation. Les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs est leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux. Les EDD, objectifs de développement durable, sont donc un ensemble de 17 objectifs et 169 cibles. Ils visent à résoudre les problèmes sociaux, économiques et environnementaux au niveau mondial. Ces nouveaux objectifs de développement ont été élaborés pendant 3 ans par un groupe de travail auquel ont participé 70 pays. Ils entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Sport à présent avec l'Afro-Basket Dames 2015. Jusqu'au samedi 4 octobre, 12 pays africains s'engagent dans le championnat continental féminin au palais polyvalent des sports de Yaoundé au Cameroun. Ce samedi s'est tenue la 3e journée. Le Sénégal s'est imposé face à la Guinée 102-44. En revanche, les Algériennes ont perdu face à l'Angola 53-71. Parmi les autres résultats de la journée, avec le Mozambique qui a vaincu l'Afrique du Sud 86-43. L'Ouganda-Cameroun s'est terminé par 34-86. Le Mali s'est imposé face au Gabon 71-63. Et les Nigérianes se sont imposées face à l'Égypte 97-68. Ce dimanche, ça sera au tour du groupe P avec la Guinée face au Nigeria qui s'affronteront au palais polyvalent des sports cet après-midi. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.